Le VRS est la première cause d'hospitalisation chez les nourrissons. Chaque saison, des bébés autrement en parfaite santé se retrouvent aux soins intensifs. Depuis 2024, l'introduction d'un programme de prévention par anticorps monoclonal a changé la donne avec une baisse marquée des hospitalisations chez les nourrissons. Mais une autre option existe, moins connue, la vaccination maternelle, une stratégie efficace pour protéger le bébé précisément au moment où il est le plus vulnérable. Alors, une réflexion s'impose. Afin de soutenir un choix éclairé, devons-nous être plus intentionnels pour nous assurer que les parents connaissent véritablement les deux options avant la naissance? Bienvenue à Voix scientifique, des voix engagées, une voie vers la santé. Mon nom est Cindy Caron, je suis infirmière. Merci d'être à l'écoute de ce balado pour explorer ensemble les enjeux clés de la prévention en santé. Dans cet épisode, on s'intéresse au VRS chez les nourrissons et surtout aux options préventives disponibles pour protéger les bébés dès leur premier jour de vie. Pour en discuter, je reçois Dr Marie-Hélène Rénal, gynécologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. C'est un grand bonheur de te recevoir Marie-Hélène. On va se tutoyer parce que dans la vie, on se parle comme ça, nous deux. Donc, on a l'habitude, Marie-Hélène, d'entendre des pédiatres parler du fardeau du VRS chez les enfants. Mais en tant que gynécologue, vous êtes vraiment au cœur d'un moment stratégique, c'est-à-dire la grossesse. Et c'est précisément là que tout peut se jouer, donc avant l'accouchement. Alors aujourd'hui, cette discussion essentielle va avoir un impact sur nous, les professionnels de première ligne, pour nous aider justement à accompagner la future maman pour qu'elle puisse prendre des bonnes décisions pour protéger son bébé d'une infection sévère à VRS. Alors pour commencer, Marie-Hélène, il me semble qu'on entend peu parler de prévention du VRS chez les nourrissons dans l'espace public. Pourtant, les options préventives sont disponibles depuis 2024, ce qui en fait encore un sujet très récent dans notre pratique. Sur le terrain, comment ça se passe? Comment cette nouvelle-là a été accueillie par les femmes enceintes d'abord? C'est effectivement un sujet très récent, un sujet encore malheureusement méconnu un petit peu, je dirais. Très bien accueilli de façon générale. Il n'y a pas une maman enceinte qui n'a pas le goût d'entendre parler d'options pour protéger son nouveau-né. Donc oui, c'est bien accueilli pour la femme enceinte, mais effectivement, je pense que c'est un sujet encore méconnu. Puis c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle encore aujourd'hui, parce que je pense que plus on va être informé, plus on va bien en parler avec nos patientes, puis on va bien les informer pour la suite avec leurs options. Et est-ce que cette discussion-là s'intègre bien dans les suivis de grossesse? Oui, ça s'intègre bien, mais il faut connaître le sujet. Si on manque d'informations, si on manque de ressources sur le sujet, c'est difficile de bien informer nos femmes enceintes. Fait que je pense que ça rentre, tout est dans l'information à la base des professionnels de la santé pour qu'après, on soit capable de bien leur en parler. Mais une fois qu'on connaît bien le sujet, oui, les femmes enceintes sont très réceptives. Alors, on va commencer par comprendre l'importance de la prévention du VRS chez les nourrissons. Donc, on va explorer un peu le fardeau de la maladie. Le VRS, d'abord, c'est le virus respiratoire syncytial. Oui. Il se transmet dans la communauté. Il est quand même très contagieux, on le sait. En saison, les hôpitaux débordent, en tout cas les unités pédiatriques. C'est le bordel partout. Fait intéressant, au Canada, la majorité des hospitalisations liées au VRS surviennent chez les nourrissons nés à terme et auparavant en bonne santé. Donc, le VRS peut vraiment surprendre. Comment expliquer que l'évolution puisse être aussi imprévisible? C'est une bonne question. À la base, notre santé publique protégeait surtout les nourrissons vulnérables, donc les prématurés et tout ça. Donc, on avait une stratégie de prévention qui était plus ciblée sur les nouveau-nés vulnérables. Mais on s'est rendu compte, comme tu disais, que malheureusement, nos unités étaient quand même remplies de nouveau-nés hospitalisés, puis des nouveau-nés à terme, des nouveau-nés qui étaient en bonne santé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait changer, disons, un petit peu la stratégie de prévention qui fonctionne définitivement mieux. On va le voir là, dans les prochaines minutes, disons. Fait que bref, ça surprend de voir que c'est ces bébés-là qui étaient hospitalisés, mais c'est expliqué parce qu'avant, on protégeait finalement avec une immunisation nos prématurés puis nos plus vulnérables. Et le petit bébé, en fait, il est plus vulnérable parce que, entre autres, ses réserves d'énergie sont limitées, son système respiratoire est sous-développé. Petit calibre, des voies respiratoires, mais je dirais aussi que son système immunitaire est immature. Alors, c'est la tempête parfaite, finalement, pour que les enfants tombent malades, puis tombent rapidement aussi en détresse respiratoire, on va le voir. Oui. Alors, les groupes les plus vulnérables, tu viens de parler, Marie-Hélène, des prématurés. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on devrait avoir en tête?
Tout à fait. Les groupes vulnérables, les prématurés moins de 35 semaines d'âge gestationnel, ceux qui attrapent le VRS moins de 3 mois après leur naissance. On sait que ce groupe-là est particulièrement plus à risque, plus vulnérable. Les nouveau-nés qui ont des maladies cardio-respiratoires importantes, qui atteignent leur fonctionnement hémodynamique, là, ça peut jouer. Les bébés immunodéficients avec une immunodéficience qui ne sont pas capables de bien se défendre. Donc, ça, c'est des groupes à risque. Le PIC, le Programme d'immunisation du Québec, a aussi sorti une liste de vulnérabilité au VRS, que je peux vous dire, là. Les nouveau-nés atteints de dysplasie bronchopulmonaire, les bébés avec les maladies pulmonaires chroniques, les cardiopathies congénitales ou une cardiopathie là, qui fait une atteinte sur le plan hémodynamique, syndrome de Down, hypertension artérielle, pulmonaire, les modérés ou graves, ça, c'est des groupes à risque. Les nouveau-nés avec la fibrose kystique sont définitivement plus à risque, c'est assurément un groupe vulnérable. Puis toutes les maladies qui peuvent entraver là, l'expulsion, disons, du mucus, ça met les nouveau-nés plus à risque aussi. Les greffés de moelle osseuse, de cellules souches. C'est sûr que c'est des petits groupes, mais c'est quand même des groupes qui sont plus vulnérables. Et à quel moment le risque d'infection des voies respiratoires inférieures est-il plus élevé chez les nourrissons? C'est définitivement à la première exposition au virus. Puis c'est ça qui a été démontré là, dans les dernières années, parce que le VRS, on va le rattraper, vous et moi, on le rattrape à différents moments. Quand on le rattrape, c'est souvent moins sévère. Fait que c'est vraiment la première saison qui est la plus critique, je dirais, pour le nouveau-né, puis aussi pour notre système de la santé. Alors, un enfant qui vient au monde dans la saison du VRS va avoir un risque quand même plus grand qu'un bébé qui naît, par exemple, au mois d'août. Tout à fait. OK, d'accord. Parce que le VRS connaît une saisonnalité, on le sait. Hein? Généralement, on va parler de novembre à mars, mais la courbe nous a quand même un peu surprise cette année avec une épidémie plus tardive. Alors, cette variation saisonnière-là, est-ce qu'elle était exceptionnelle ou... Pas tout à fait. Selon la santé publique, depuis la COVID, disons que les courbes ont changé un peu. Disons qu'on c'est moins prévisible qu'avant. C'est pas juste au Québec, c'est au Canada aussi. Là, on voit là, comme une courbe qui se déplace un petit peu plus tard. Fait qu'autant cette année que l'année dernière aussi, on a vu là, une courbe qui s'est déplacée plus au moment de l'hiver, moins de cas positifs à l'automne, puis ça s'est glissé un petit peu plus vers les saisons, vers les mois plus d'hiver, là, après janvier. C'est pas... L'INSPQ n'a pas dit d'hypothèse causale là, explicite de ça, mais c'est définitivement une tendance qu'on remarque. OK. Alors, on a quand même un pic épidémique. Oui. Un pic épidémique, ça se dit? Oui, ça se dit. On le comprend, en tout cas. Mais il reste qu'on peut quand même faire des découvertes fortuites du VRS à l'année. Donc, c'est important dans nos stratégies de prévention d'avoir ça en tête. Oui. Et on le sait, hein, une infection à VRS peut dégénérer rapidement. La complication la plus fréquente, c'est la bronchiolite. Oui. On pourrait voir aussi une pneumonie. Quels sont les signes qui doivent nous alerter et à quel moment, par exemple, l'hospitalisation serait indiquée? Oui. La bronchiolite, c'est un mot qu'on dirait qu'on n'entend pas beaucoup parler là, dans la population en général. On dirait qu'on l'apprend à nos dépens quand on a un petit nouveau-né qui se fait hospitaliser. Définitivement, on apprend à ce moment-là qu'est-ce que la bronchiolite. Fait que c'est les femmes qui ont déjà eu, par exemple, un premier nourrisson qui a été hospitalisé sont bien au courant de ça. La bronchiolite, ça peut être sévère, ça peut être léger. C'est pas tous les bébés avec une bronchiolite qui sont hospitalisés. Les critères cliniques varient. Là. C'est pas tous les hôpitaux, tous les mêmes centres, tous les mêmes bébés qui vont avoir exactement les mêmes critères qui vont être hospitalisés. Mais de façon générale, quand il y a une détresse respiratoire importante, de la cyanose, du tirage au niveau des bébés, du grunting, là, une respiration très classique là, qui va avec le VRS, ça peut être des signes là, qu'on les hospitalise. Définitivement, si les bébés ont besoin d'oxygène, cause d'hospitalisation aussi. Des fois, les bébés plus vulnérables, qu'on sait qu'ils ont plus de risques justement de se détériorer, on va les hospitaliser plus rapidement. Puis, des fois, justement, on a des familles qui ne sont pas capables d'affronter ou qui ne sont pas capables de surveiller le nouveau-né adéquatement. Ça peut être une cause d'hospitalisation aussi. Fait qu'il y a différentes causes d'hospitalisation. Ils ne sont pas toutes hospitalisés, les nouveau-nés, mais c'est quand même, il y a quand même un bon pourcentage d'hospitalisation. Et pour les nourrissons qui vont être hospitalisés, quelle proportion va nécessiter des soins intensifs? Est-ce que systématiquement, un bébé fait un VRS, il est en détresse respiratoire, il est surveillé aux soins intensifs? Ou? Pas tous, non. Environ 5% des nourrissons vont avoir besoin d'aller aux soins intensifs. Là-dessus, par exemple, si le nouveau-né est âgé de 0 à 5 mois, c'est 25% des chances, par exemple, qu'il se ramasse aux soins intensifs. Fait que ça, c'est plus compromettant. Plus compromettant, plus inquiétant définitivement pour les mamans, plus difficile pour notre système de la
la santé aussi, parce qu'il n'y a pas des soins intensifs néonataux dans toutes les maternités ou dans tous les hôpitaux, disons. Puis souvent, l'hospitalisation peut être assez longue aux soins intensifs. La durée médiane est autour de 7 jours. Fait que c'est pas des hospitalisations de 24-48 heures. Fait que ça a un impact là, quand même important pour notre système de la santé. Puis pour les parents, définitivement, qui vont devoir prendre des journées de congé, exactement, veiller leurs enfants à tour de rôle, oui, et tout ça. Donc, absolument. D'abord, en plus d'être préoccupant, oui, il peut y avoir un enjeu financier aussi et émotionnel pour les familles. Il n'y a pas de traitement, hein, Marie-Hélène, spécifique pour le VRS. Ce sont encore des soins de soutien qui sont offerts aux enfants. Qu'est-ce qui arrive quand un enfant arrive aux soins intensifs? C'est quoi les soins de soutien qu'il pourrait recevoir? L'oxygène, l'hydratation. Des fois, si le nouveau-né n'est pas capable de s'alimenter, on a besoin aussi de leur donner de l'alimentation. Bref, c'est vraiment des traitements de support. On attend que le virus fasse son temps. On supporte les nouveau-nés à ce moment-là, mais il n'y a pas effectivement d'autres traitements là, qui ont été définitivement démontrés. Puis dans les cas les plus graves, est-ce que le décès pourrait toujours survenir, même ici avec les soins de santé qu'on a? Tout à fait. Ça fait partie des complications heureusement rares, mais qui est quand même possible. OK. Et une infection primaire confère-t-elle une immunité durable? Est-ce que les réinfections au VRS sont fréquentes? Tout à fait. Les réinfections sont définitivement fréquentes, des fois plus qu'une fois par saison. Heureusement, quand on se réinfecte, comme on en parlait plus tôt, c'est moins sévère généralement, mais ça arrive. Puis clairement, nous aussi, on se réinfecte aussi à chaque année, surtout quand on a des jeunes enfants à la maison. Parce qu'on a deux sous-types, hein? On a le VRS-A, le VRS-B. Donc, quelqu'un pourrait être infecté par les deux souches au cours d'une même saison, quand Absolument. même. Et avant de passer aux options de prévention, si tu devais résumer le fardeau du VRS chez les nourrissons en quelques points clés, en fait, ce qu'un professionnel de la santé devrait savoir, en fait, et retenir, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est un virus qui est fréquent, très, très, très fréquent, très contagieux aussi, qu'il n'y a pas de façon, finalement, de savoir quel nouveau-né va être atteint puis va se ramasser aux soins intensifs. Tout le monde est un petit peu à risque, mais ce que je veux surtout amener, c'est que maintenant, on a des options de prévention, puis c'est ça qui est magnifique. Fait que c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. C'est de ça qu'on va parler maintenant, justement. On en a deux options. En fait, on a une prophylaxie par anticorps monoclonal administrée au bébé dans ses premières heures ou premiers jours de vie. Et on a aussi la vaccination maternelle pendant la grossesse. Au Québec, on a un programme public qui a vu le jour à l'automne 2024. Donc, il repose sur l'administration du nirsevimab au bébé. Le nom commercial peut-être plus connu est le Beyfortus. Cela dit, la femme enceinte peut toujours choisir la vaccination pour elle-même pour protéger son bébé. On va reparler un petit peu plus tard. Mais pour bien se situer, d'abord, avant l'arrivée du nirsevimab, on avait le palivizumab ou le Synagis, un anticorps monoclonal, encore une fois, qui a été utilisé pendant plus de 25 ans. Comment ces deux produits-là se comparent-ils, en fait, en termes d'efficacité et ou de population cible? Oui. Fait que deux bons produits. Effectivement, on avait là, le Synagis, le palivizumab, merci, depuis, c'est ça, 25 ans, qui était donné vraiment au groupe cible. Comme je disais, moins de 35 semaines ou les plus vulnérables. C'était une injection intramusculaire d'anticorps monoclonaux qu'on donnait de façon mensuelle. Fait que c'était une fois par mois. Plus courte durée de vie. Ça a été remplacé à l'automne, en octobre 2024, par le nirsevimab, le Beyfortus, qui est une injection une fois, qui va protéger pour 5 mois. Donc, c'est plus facile ou en tout cas plus simple d'administration. Puis la stratégie pour le groupe cible est complètement différente. Dans le fond, maintenant, on cible tous les nouveau-nés qui sont à leur première saison de VRS pour la saison qui est en cours, là, disons la saison critique de VRS. C'est donc, comme je vous disais, une injection une fois par mois. Côté efficacité, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'études qui comparent directement les deux produits là, back-to-back, mais on pense qu'il y a au moins une efficacité autant, sinon plus, avec le nirsevimab actuellement qu'on avait avec le palivizumab qui fonctionnait très bien aussi. Là. Fait que l'efficacité a l'air tout à fait comparable, sinon plus avantageuse. Alors, la population qui est maintenant, bien, c'est ouvert à tout le monde, alors qu'avant, on était ciblé. Voilà. Et un traitement qui prenait plusieurs administrations, une dose qui est assez dispendieuse aussi également. On a remplacé ça par une administration unique d'un anticorps monoclonal et les données d'efficacité sont comparables. Tout à fait. J'ai bien compris. Bien résumé. OK. Alors, si on parle du programme actuel maintenant,
comment ça s'opérationnalise? D'abord, ça commence, ça finit quand? Ça dépend des saisons. La santé publique regarde finalement les cas puis tout ça. Puis à un moment donné, on reçoit un mémo dans les maternités qui dit, bon, ça va commencer à telle date. C'est pas au mois d'août, là. C'est toujours dans les mêmes moments chaque année à l'automne. Et puis là, on reçoit les doses là, à l'hôpital. Puis l'hôpital, après ça, donne l'injection intramusculaire au nouveau-né directement à l'hôpital. Donc, avant que le nouveau-né parte de l'hôpital à 24 heures de vie, il reçoit son injection intramusculaire si, évidemment, les parents l'acceptent. Et si, évidemment, le nouveau-né est à l'hôpital. Sinon, ils peuvent se rendre, si c'est, par exemple, la première saison que le bébé, en fait, de quelques mois, est à sa première saison d'exposition VRS, il peut se rendre au CLSC pour recevoir son injection. D'accord, je comprends. On parle des premières heures de vie ou 24 heures de vie? Oui, on le donne à 24 heures avant le départ. Oui. Il y a quand même un moment où le bébé est à découvert dans un hôpital. Puis on va se le dire, à l'hôpital, on peut attraper toutes sortes d'affaires. Ah oui, il y a des virus qui courent, définitivement. OK. Donc, mais il reste que c'est une pratique qui est quand même nouvelle. Oui. On n'a jamais fait ça, à ma connaissance, là, vacciner des bébés si petits que ça. Oui, immuniser des bébés si petits, non, c'est ça, c'est vraiment... Bien, on le faisait avec les prématurés avant, avec les autres anticorps monoclonaux, mais effectivement, c'est une nouvelle pratique. Puis ça s'est fait, on a reçu le message, là, la première saison en 2024, à la dernière minute, fait qu'il a fallu s'adapter rapidement quand même dans les hôpitaux. Puis on ne savait pas exactement quand est-ce que ça allait terminer. Encore une fois, c'était selon un petit peu les courbes de la santé publique. Puis là, ça a été annoncé pour le 31 mars là, 2026, pour la fin du programme pour cette année. Donc, ça aussi, c'est un petit moment qu'on ne sait pas là, d'incertitude là, exactement quand ça va terminer. Là, puis on suit les courbes. La santé publique suit les courbes pour nous tenir au courant. Là. Et là, on s'est fait prendre un petit peu. Au moment de l'enregistrement de ce podcast-là, la saison n'est pas encore terminée. On est le 27 mars aujourd'hui. Est-ce que c'est possible qu'on puisse étirer un peu la campagne? On va voir. Selon les doses, on va voir effectivement, vu que la courbe est un peu déplacée, mais on n'a pas encore de niveau, on n'a pas encore de mémo là, à ce sujet-là. Il n'y a pas de mémo. Et lors de la première saison du programme, certains centres, malheureusement, ont vécu une pénurie de doses qui a retardé la prophylaxie pour les petits bébés de moins de 5 kg. Est-ce que la situation s'est stabilisée cette année? Oui, ça semblait bien. On n'a pas eu de problème d'approvisionnement cette année, là, à ma connaissance. Là. C'est une très bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle, tout à fait. Et comment ça fonctionne, Marie-Hélène, un anticorps monoclonal? En fait, quels sont les mécanismes d'action spécifiques du nirsevimab et comment ça protège le bébé? Est-ce que c'est rapide? Oui, c'est une immunisation passive. On rentre ça dans la catégorie des immunisations passives. C'est un anticorps monoclonal qui est donné directement au bébé et qui va se lier finalement à la protéine F. Puis ça, la protéine F, c'est essentiel à l'entrée du VRS finalement dans les cellules hôtes. Donc, ça protège de cette façon-là en se liant à la protéine F pour les nouveau-nés. Quand est-ce que c'est complètement efficace? On sait qu'à partir de 8 heures post-administration, il y a déjà des anticorps qui ont augmenté là, de 4 fois là, la norme. Le temps médian pour atteindre la concentration maximum est autour de 6 jours, mais l'intervalle peut varier entre 1 jour et 28 jours. Donc, on pense que c'est rapidement efficace, mais ça peut varier d'un nouveau-né à l'autre, puis tout ça, sur quelques heures à quelques jours, là, quand même, pour atteindre l'efficacité maximale. Mais rapidement, les anticorps augmentent là, dans le sang. Puis est-ce qu'on pourrait voir survenir des effets secondaires, un peu comme un vaccin qui pourrait générer de la fièvre, de l'inconfort au bébé? Ou... Oui, généralement, c'est très bien toléré, par exemple. Petite douleur, réaction possible au site d'injection, douleur, inflammation, mais généralement, là, très bien toléré, peu d'effets secondaires. Est-ce qu'on a des bonnes données d'efficacité? Oui. On a des données qui viennent du produit. On commence à avoir des données aussi de real life, là, dans la vraie vie, disons. Oui. Donc, on prévient une infection par le VRS, donc une hospitalisation de 76,8 à 81 au bout de 150 jours. Donc, pour 5 mois, on prévoit le plus de 80 des hospitalisations. Puis ça varie selon certains pays, maintenant, tu sais, qui le donnent de façon générale aussi. Fait autour de 81 là, c'est vraiment des bonnes données d'efficacité. Puis est-ce que ça protège vraiment contre les deux sous-types, oui. A et B? Efficace contre les sous-types A et B, tout à fait. Puis la durée de protection, là, tu parles de 5 mois. Oui. En fait, elle pourrait, j'imagine, se poursuivre un petit peu après. Là. Exactement. C'est pas, les données, c'est ça, sur 150 jours, mais effectivement, ça n'arrête pas du jour au lendemain. Fait qu'on pense qu'après ça, peut-être que l'efficacité décroît, mais elle ne disparaît pas du jour au lendemain définitivement. Et la première campagne a été vraiment remarquable. Oui. On a connu une diminution significative des hospitalisations pour bronchiolite à VRS, y compris les admissions aux soins intensifs chez les enfants. Donc, même à Sainte-Justine, un médecin que je connais bien me disait qu'ils n'ont pas eu à ouvrir d'unité supplémentaire lors de la première saison.
Qu'en est-il là, de la saison 2025-2026? Est-ce qu'on est trop tôt encore pour le dire? Ou est-ce qu'on a un impact similaire, en fait? En parlant avec les pédiatres là, sur le sujet, on a l'impact similaire. Là. On voit les mêmes effets, très peu d'hospitalisation, très peu de cas graves, très peu de transferts dans des centres spécialisés. Puis on a des données, disons, avec des vrais chiffres de 2024-2025. On a montré une réduction des 2/3 des hospitalisations reliées au VRS. Fait que ça a été vraiment là, très, très aidant pour notre système de la santé. Et beaucoup moins de consultations à l'urgence aussi. Puis ce qui est beau, c'est que l'impact est devenu perceptible très rapidement. Donc, environ une semaine après le début de l'administration des anticorps monoclonaux de façon, disons, universelle, on a vu déjà une diminution des hospitalisations, déjà une diminution des consultations à l'urgence aussi. Donc, vraiment, ça a été, autant cette année que l'année dernière, ça a été des beaux résultats. Et ça, c'est des excellentes nouvelles. On aime ça, hein? Oui. Puis là, on va se pencher un peu plus sur la vaccination maternelle. Je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un peu moins connu encore, cette possibilité-là, cette option-là, parce que c'est pas ça qui est offert gratuitement pour le moment. Oui. Fait qu'on dirait qu'on en parle un peu moins, mais elle est quand même disponible, elle est quand même efficace. Donc, c'est important d'en parler et d'être au courant que ça existe. D'abord, on va éclaircir ça tout de suite. Vacciner une femme enceinte, est-ce que c'est sécuritaire? Oui. De façon, disons, générale, les vaccins qui sont inactivés ou non vivants sont sécuritaires en grossesse depuis plusieurs années, bien étudiés, puis tout ça. Fait que ça, on peut être rassuré à ce niveau-là. Mais pour quelle femme enceinte, maintenant, le vaccin est-il indiqué? Est-ce que c'est toutes les femmes enceintes qui peuvent en bénéficier? Actuellement, selon le programme, au Canada autant qu'au Québec, il est recommandé chez toutes les femmes enceintes entre 32 et 36 semaines. Sans égard si actuellement les anticorps sont donnés ou pas, il est recommandé chez toutes les femmes enceintes, peu importe la saison aussi. Alors, une adolescente qui serait enceinte, peut-elle être vaccinée? Bien, selon le PIC, c'est recommandé pour les femmes enceintes. On n'a pas de notion d'âge. C'est sûr que le vaccin n'est pas donné, par exemple, comme la grippe. C'est pas comme le vaccin de l'influenza. Il n'est pas donné pour protéger la mère. Il est donné pour protéger le nouveau-né. Fait que c'est le même principe à ce moment-là que, disons, une femme plus âgée. Là, tu as parlé de la fenêtre gestationnelle, oui. Pardon. Donc, on a 32 à 36 semaines. Oui. Ça, c'est les indications du protocole d'immunisation. Oui. Quel serait le risque, par exemple, de vacciner la maman avant 32 semaines ou après 36 semaines? Bien, en fait, il y a des places dans le monde qui le donnent à partir de 26, 28 semaines aussi. À un moment donné, on avait peut-être vu un signal qui disait qu'il pouvait y avoir une augmentation de la prématurité. C'est probablement pour ça que le Canada l'a recommandé de 32 à 36 semaines. Mais bon, dans les études plus récentes, on ne semble pas avoir d'augmentation de prématurité. Mais bon, disons que c'est très prudent actuellement de le donner entre 32 et 36 semaines. Après 36 semaines, c'est qu'on va avoir une fenêtre finalement entre le moment qu'on donne l'immunisation à la mère puis le moment qu'elle accouche pour qu'elle ait le temps finalement de développer ses anticorps et faire un passage transplacentaire pour le nouveau-né. Donc, si on le donne trop tard, puis que la maman accouche 2 jours après, bien là, on va diminuer notre effet. Ça ne sera pas efficace pour le nouveau-né, ce qui est l'objectif de la chose. Ceci étant dit, dans ce cas particulier-là, oui. on pourrait donner le nirsevimab au bébé. Tout Donc, après 36 semaines, on pourrait toujours vacciner la femme enceinte. Oui, c'est pas contre-indiqué, moins efficient, disons. Je comprends. Oui. Alors, comment la vaccination maternelle protège-t-elle le nouveau-né? C'est ça. Comme je disais, c'est un peu grâce au passage des anticorps transplacentaires maternels. On stimule finalement les anticorps de la mère en lui donnant sa vaccination. Puis après ça, il y a un passage qui se fait via le placenta pour aller protéger les nouveau-nés. Donc, dès que le nouveau-né après naît, il est protégé directement, instantanément dès la naissance pour le VRS. Alors, quels sont les avantages potentiels de la vaccination maternelle contre le VRS, tant pour la maman que pour le bébé? Est-ce qu'on protège la mère aussi? Bien, c'est un peu cocasse. Les études n'ont pas été faites comme ça. Fait que c'est sûr que je ne peux pas vous donner des données sur la protection pour la mère parce que ça n'a pas été étudié dans ce contexte-là. Actuellement, le même vaccin est recommandé pour les groupes vulnérables de 18 ans et plus. Donc, il y a certainement un effet aussi, mais ça n'a pas été étudié dans ce contexte-là. Dans le contexte actuel, c'est vraiment pour protéger les nouveaux-nés. L'avantage, bien, comme je disais, c'est rapide, c'est efficace tout de suite pour le moment. On ne sait pas
des fois, les mères, vous savez, la date prévue d'accouchement, on n'accouche pas toujours à cette date-là. Fait que des fois, quand on est surtout dans les périodes charnières de savoir si le bébé va avoir ses anticorps monoclonaux, si on va être dans la période de couverture, là, on s'assure finalement d'avoir une protection directement pour le nouveau-né. Fait que ça peut être un bel avantage aussi. Aussi, quand on est hors saison du VRS, là, la protection n'est pas offerte, disons, de façon gratuite et universelle. Donc, la mère pourrait dire, hey, moi, j'ai 2 enfants, disons, à la garderie qui m'amènent des virus à côté toute la saison, même l'été. Là, cette mère-là pourrait choisir la vaccination pour avoir une protection immédiate et pas avoir à attendre finalement que la prochaine saison de VRS officielle arrive pour faire protéger son nouveau-né. Puis est-ce que c'est possible que le nourrisson à l'été continue de recevoir des anticorps maternels dont la production a été déclenchée par la vaccination? Oui, il semble avoir. C'est des petites études, des petits projets pilotes. Il semble effectivement avoir un passage dans l'allaitement, mais c'est pas le mécanisme actuellement qui est étudié. Mais il semble avoir un petit quelque chose là-dessus aussi. Fait que peut-être que, là, vous allez voir les données, on va en parler tantôt, là, de l'efficacité, c'est surtout, pour les 6 premiers mois, mais effectivement, probablement qu'avec l'allaitement, il pourra avoir un petit peu plus de prolongation de ça, mais j'ai pas des grosses études, j'ai rien. C'est vraiment des projets pilotes, là, pour le moment. Mais ça plaît à l'esprit. C'est quand même intéressant de penser que la protection va continuer par la suite. Mais si on parle concrètement du vaccin disponible, pour ne pas le nommer, Abrysvo, il est à ce jour le seul vaccin autorisé pour la femme enceinte contre le VRS. Que doit-on savoir à son sujet? C'est un vaccin, c'est ça, qui est donné aussi, pas juste chez les femmes enceintes, mais comme vous dites, c'est le seul actuellement qu'on a. C'est un vaccin qui est sans adjuvant. Sans adjuvant, merci, exactement, qui protège contre le VRS A et B, finalement, donc les 2 souches. C'est un vaccin qui, généralement, est très bien toléré. Peu d'effets secondaires, douleur aussi d'injection, quelques effets, là, comme tous les autres vaccins, mais pas de gros effets secondaires, bien toléré de façon générale. Puis, c'est un vaccin que le gouvernement, disons, que notre province n'a pas décidé de couvrir. Fait que c'est un vaccin actuellement qui n'est pas remboursé là, par la RAMQ, par contre, qui est couvert par plusieurs compagnies là, d'assurance. Puis on peut l'administrer indépendamment de la saison du VRS. Tout à fait. Il est offert à l'année. Puis il peut être co-administré? Oui, tout à fait aussi. C'est sûr que c'est pas toujours les mêmes. Tu sais, il faut comprendre que quand on vaccine, par exemple, pour l'influenza, c'est la mère qu'on veut en protéger. Puis ça, on va le donner peu importe l'âge gestationnel parce qu'on veut protéger la mère dans la période finalement critique. Là, c'est vraiment, il faut le donner dans le 32-36 semaines, comme je parlais. Fait que si les 2 tombent en même temps, oui, on peut les donner en même temps. Pour ce qui est du vaccin pour la coqueluche, oui, on a dit que théoriquement, on peut les donner les 2 en même temps. Il n'y a pas de risque ou de réaction pire, tout ça, mais on pense que peut-être, disons, un des vaccins pourrait devenir moins efficace, notamment le vaccin pour la coqueluche pourrait devenir peut-être un petit peu moins efficace. Donc, peut-être qu'on peut le donner en 2. Si on a des mères qui sont fiables puis tout ça, d'aller à 2 rendez-vous, que ça ne les dérange pas, c'est peut-être la meilleure façon de l'administrer actuellement avec les données qu'on a. Par contre, si on pense que, tu sais, on va vraiment attraper la mère seulement une fois puis c'est bon tout donner, on peut les donner tout à fait en même temps. On peut les co-administrer. Les indications, par contre, pour le D4 sont 26 à 32 semaines. Puis pour le Abrysvo, on parle de 32 à 36 semaines. Alors, si on a une maman à 32 semaines, donner les 2, si on ne veut pas manquer l'occasion, ça peut se faire, mais dans un monde idéal, on pourrait donner les 2 séparément. Voilà. C'est un peu ce que je comprends. C'est un petit peu comme ça que je le propose à mes femmes enceintes que je suis actuellement aussi, en 2 rendez-vous. Et les conditions pour une efficacité optimale, à part la fenêtre gestationnelle, est-ce qu'il y a autre chose à laquelle on pourrait penser? Non, c'est ça, entre 32 et 36 semaines, puis 2 semaines, idéalement, un bon 2 semaines avant l'accouchement pour que les anticorps aient le temps de faire leurs effets. Et les données d'efficacité maintenant? Oui. Données d'efficacité publiées, disons, par la monographie du produit parlaient d'une efficacité à 3 mois de 82 pour les infections graves hospitalisation. Parce que c'est ça, dans le fond. La petite bronchiolite qu'on passe 2-3 mauvaises nuits avec notre bébé puis qui ne se ramasse pas à l'hôpital, disons que ce n'était pas la cible, disons, qu'on voulait diminuer. Donc, pour les hospitalisations, infections graves, on avait 3 mois, 82 d'efficacité, 70 à 6 mois. Hospitalisation, si on faisait vraiment la diminution des hospitalisations à 6 mois, on avait un chiffre de 56,8. Puis c'est un peu ce chiffre-là au départ qui a fait mal un peu au produit parce que, tu sais, si on compare le 56 à 6 mois versus le 80 dont on parlait tantôt avec les anticorps monoclonaux à 5 mois, on voyait une nette augmentation. Par contre, maintenant, le vaccin a été donné dans la vraie vie. Donc, on a plus que des données juste du produit. On a des données dans la vraie vie. Puis ce chiffre-là à 6 mois, c'est en plus
être autour de 76-78 dans des pays comme en Argentine, dans des pays qui ont vacciné, par exemple, universellement, qui ont choisi, disons, cette stratégie-là, qui ont décidé de couvrir avec le vaccin. Mais on a des chiffres qui sont plus élevés, qui se comparent, disons, à l'efficacité des anticorps monoclonaux. Donc, 76-78 versus 80-81. Peut-être une diminution un petit peu d'efficacité par rapport aux anticorps monoclonaux, mais disons que le débat n'est pas là. Le débat est, on a deux bonnes méthodes qui sont, disons, complémentaires, deux stratégies d'immunisation que je vois tout à fait complémentaires. L'important, puis la bonne méthode, disons, c'est qu'il faut qu'il y en ait une, finalement. Il faut que la mère se fasse protéger ou que en fait, il faut que le nouveau-né soit protégé, peu importe la façon, que ça soit via la mère, que ça soit via les anticorps. Bref, on a deux bonnes méthodes, un beau problème, mais disons qu'il pourrait avoir une efficacité un petit peu supérieure aux anticorps monoclonaux actuellement avec les données qu'on a. Puis, tu sais, pour les données de vraie vie, en fait, au Québec, on a choisi d'offrir gratuitement le Beyfortus aux bébés, mais ailleurs au Canada, c'est pas nécessairement comme ça. Si je me trompe pas, c'est en Ontario, on donne le choix à la mère. Elle a le choix entre la vaccination ou l'anticorps, puis c'est totalement gratuit pour elle. Là. Oui, absolument, parce qu'une fois que le produit, disons, est accepté au Canada, après ça, c'est chaque province qui fait sa façon un petit peu de gérer ça. Chaque province négocie les coûts, tout ça. Puis, exactement, en Ontario, eux autres, ils ont décidé de couvrir les deux. Donc, ils ont couvert et la vaccination et les anticorps monoclonaux. Puis, après, ben, c'est la mère qui prend sa décision là, par rapport à ça. Fait que dans les prochaines années, on va voir un petit peu différentes stratégies. Nous, bon, on a couvert les anticorps monoclonaux. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va rester comme ça? Bien, l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, on a encore une fois les deux options, seulement une qui est couverte puis l'autre qui ne l'est pas là, pour le moment. Puis on ne peut pas parler de vaccin sans aborder la sécurité, en fait l'innocuité. Le risque de naissance prématurée, c'est toujours un peu ça qui nous inquiète. Quand on parle de vaccination maternelle, ça semble écarté totalement avec ce vaccin-là. Oui, tout à fait. C'est sûr, c'est la première question. Il n'y a pas non plus une femme enceinte, tu sais, je disais tantôt, qui ne veut pas protéger son enfant, mais il n'y a pas une femme enceinte non plus qui veut mettre à risque son nouveau-né, puis ça, c'est bien comprenable. Les premières données sur la monographie, il y avait eu un signal dans des pays en voie de développement, comme par exemple en Afrique, qui pouvait augmenter un petit peu la prématurité. Puis depuis ce temps-là, il y a eu vraiment beaucoup d'études, notamment 14 000 femmes qui ont été publiées, 2 cohortes, comparées celles qui avaient eu le vaccin, tout ça. Puis on n'a pas vu d'augmentation de naissance prématurée, on n'a pas vu non plus de plus petits poids de naissance ou de restriction de croissance in utero là, qui ont été observées avec les femmes vaccinées ou pas. Des gros chiffres quand même, des bonnes données, fait qu'on peut être assez rassurante pour les patientes. Là. Puis pour les bébés dont la maman a reçu le vaccin contre le VRS, est-ce qu'il serait pertinent quand même de donner le nirsevimab pour optimiser la protection? Bonne question. Puis ça a été vraiment, tu sais, au début, une question qu'on s'est posée beaucoup. En fait, si la mère a reçu la vaccination plus de 2 semaines avant l'accouchement, la question est plus, est-ce qu'elle a besoin que son bébé reçoive anticorps? En plus, les anticorps monoclonaux, la réponse est probablement non. Donc, c'est pas indiqué de revacciner ou d'immuniser le nouveau-né si la mère a reçu la vaccination adéquatement, plus de 2 semaines, tout ça. Dans certains groupes à risque, par exemple, si ça fait moins de 2 semaines, là, on pourrait se demander si on le redonne, puis ça pourrait être adéquat de le redonner. Actuellement, c'est pas obligatoire, disons, de valider si la mère a eu la vaccination. Ça n'a pas été étudié, par contre. Je ne peux pas vous dire que j'ai des données d'innocuité par rapport si les deux, si le nouveau-né, par exemple, reçoit les 2 produits, entre guillemets. Mais ça ne semble pas avoir d'enjeu de sécurité, puis ça arrive. Fait que j'imagine que dans le futur, on va avoir un petit peu plus de données là-dessus. Mais la question est plus, est-ce qu'elle en a besoin? C'est pas qu'elle n'a pas le droit d'y avoir, c'est qu'elle n'a pas besoin, finalement. Son nouveau-né va être adéquatement protégé pour le VRS, puis c'est tout à fait ça l'objectif qu'on voulait. Mais c'est quand même important, je reviens sur ce que tu as dit, tu sais, on doit quand même vérifier là, si la maman a été vaccinée, mais ça pourrait arriver de manière accidentelle que cette question-là n'ait pas été posée, puis que le petit bébé, fling-flang, ça se fait vite à l'hôpital, puis il est immunisé contre le VRS. Ça semble pas dangereux. Ça semble pas dangereux. Ça même semble si on n'a pas d'études. Exactement, actuellement. C'est tout à fait ce qui est dit actuellement dans les recommandations. OK. Oui. Et là, au-delà des données, des options, il reste une question essentielle, celle de la discussion avec la femme enceinte. On a une responsabilité là-dedans, puis tout se joue là, selon moi, évidemment. Concernant la vaccination maternelle, je dirais que c'est la question qui tue, là, considérant que le nirsevimab est actuellement offert gratuitement via le PQI. Est-ce qu'il est pertinent pour nous d'aborder la vaccination maternelle avec les futures mamans?
Oui, c'est une très bonne question. Puis j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de professionnels de la santé qui se disent « Ah, bon, quand on est dans la période que les nouveau-nés reçoivent les anticorps monoclonaux, yes, on n'a pas besoin d'en parler, on sauve du temps, le bébé va être protégé, tout ça. » Je ne suis pas d'accord avec ça nécessairement. Je pense qu'il faut en parler à la femme enceinte. Encore une fois, la femme enceinte est capable de décider, est capable de voir qu'est-ce que ses croyances personnelles, si on désire, veut, par quel choix elle peut aller. Fait que c'est à nous, finalement, de l'informer. Je pense que c'est essentiel, puis c'est actuellement ce qui est recommandé, c'est d'en parler à toutes les femmes enceintes pour qu'elles puissent prendre un choix éclairé. Puis malheureusement, quand ils ont accouché, puis que là, on leur parle des anticorps monoclonaux, il est trop tard. Il est trop tard, ça n'a pas entendu parler. Puis elle, si elle avait décidé qu'elle aurait aimé mieux, par exemple, choisir la vaccination, bien, encore une fois, on a perdu une belle occasion de faire un bon travail disons, de conscientisation pour les femmes enceintes. Donc oui, la réponse, c'est oui, 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 il faut en parler tout le temps. Même quand on est en période de couverture de Beyfortus, il faut en parler aussi quand on est en dehors de la couverture de Beyfortus, mais définitivement, oui. Alors, Abrysvo a sa place dans ce contexte-là. Et l'histoire ne nous dit pas si ce sera pas éventuellement non plus le choix de notre gouvernement d'offrir l'Abrysvo dans le programme. Donc, il faut sensibiliser. Oui. Tu côtoies les femmes enceintes à tous les jours. Est-ce qu'elles les connaissent, ces options-là, ou c'est encore un terrain méconnu? Certaines les connaissent, mais pas assez à mon goût. Fait que c'est là qu'on se fait un devoir de leur en parler ou que je me fais définitivement un devoir de leur en parler. Puis je pense que c'est un travail d'équipe. Là. C'est un travail autant au niveau des pharmacies, autant au niveau de la première ligne, autant au niveau de la deuxième ligne. Il faut en parler finalement à toutes les femmes enceintes. Il y en a qui le connaissent, mais pas tout le monde. Il y en a encore beaucoup, malheureusement, qui arrivent à l'hôpital puis qui n'en ont pas entendu parler. Ça, c'est mon rêve que j'espère que ça n'arrivera plus puis que dans les prochaines, disons, années, les femmes n'aient entendu parler avant de venir accoucher, ce qui est vraiment pertinent. Mais on a encore un travail à faire là-dessus. Est-ce qu'elles ont beaucoup d'inquiétudes, les mamans, ou des questionnements par rapport aux nouveaux produits? Parce que, tu sais, quand même, on peut pas dire, ça fait 20 ans qu'on le donne, c'est très sécuritaire, ça va bien, même si on sait que nos études sont fiables, mais c'est quoi les inquiétudes des mères? Bien, définitivement, la sécurité, l'innocuité du produit, c'est la chose. Souvent, tu sais, moi, j'aborde le sujet, puis je leur donne des ressources qu'elles peuvent aller lire, qu'elles peuvent aller consulter, puis tout ça. Après, s'ils voient le pharmacien qui dit la même chose, qui va dans la même ligne, disons, de pensée, c'est sûr que ça aide. Mais l'inquiétude, c'est toujours l'innocuité. Tu viens de nommer les ressources. Oui. C'est quoi ces ressources-là? On veut toutes les connaître, Marie-Hélène. On a, nous, notre association, l'Association des gynécologues obstétriciens du Canada, a fait, par exemple... SOGC. Oui, la SOGC, exactement, a fait, par exemple, des podcasts. Nous, on a affiché là, un petit code QR dans notre salle d'attente, par exemple, que les femmes peuvent aller consulter. Sur le site Internet, justement, il y a un onglet là, pour le public, justement, sur le VRS, là, qu'on peut aller lire aussi. Les monographies du produit sont disponibles. Après ça, les pharmaciens sont une source d'information aussi là, à ce niveau-là. Bref, tous les le PIC définitivement aussi. Facile à consulter pour le public aussi, puis tout ça. Fait que je pense que définitivement en 2026, avec les ressources qu'on a, Internet, tout ça, il y a vraiment c'est facile de s'informer si on a moindrement un peu de volonté, mais il faut que ils savent, les patientes qui vont s'informer, qui peuvent aller s'informer finalement sur le sujet. Fait qu'il faut qu'on amorce quand même la discussion pour qu'après, ils puissent aller prendre plus d'informations s'ils sont intéressés. Il y a certaines patientes que juste notre discussion va être correcte, puis je ne vous cacherai pas qu'on a toujours un critère de temps. Ça va vite, les rendez-vous au bureau. Oui. On a beaucoup des grosses cliniques, tout ça. Fait que, tu sais, nous, on peut pas... c'est ça, on a une limite de temps, disons, mais justement, leur donnant des ressources après, ils peuvent revenir sur un prochain rendez-vous si on a des questions précises, puis tout ça, puis on peut être là pour les renseigner. Puis moi, j'aime beaucoup aussi Immunisation Canada, le site. Bien fait. Il y a des ressources pour nous, les professionnels de la santé, mais aussi à l'attention des parents, de la population. Je trouve que c'est très bien fait. Souvent, c'est des petits feuillets ou des petites capsules là, très simples à consulter. Rapide. Puis évidemment, ben nous, en pharmacie communautaire, entre autres, ben on est formés pour parler de prévention avec les mamans. Donc, c'est une bonne pratique aussi, je pense, de penser qu'on travaille tout le monde ensemble. Tu sais. Oui. Puis si on dit tout le monde la même chose, ça aide, disons. Oui, exact. Et Marie-Hélène, la notion de choix, je pense qu'elle est très importante pour nous deux.
Une enquête nationale a été menée au Canada auprès de femmes enceintes et de femmes qui venaient d'accoucher. Et elle s'est penchée sur l'acceptation et les préférences des mamans entre la vaccination maternelle et l'administration de l'anticorps aux nourrissons. Et les résultats publiés en mars 2025 sont vraiment frappants. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les grandes lignes de cette enquête-là? Oui, c'était 723 participantes. Finalement, c'était une enquête, un sondage qui était envoyé aux patientes. Là-dessus, il y avait 50 des femmes qui étaient enceintes là, au moment de répondre au questionnaire ou d'autres que c'était dans les projets puis tout ça. Puis on leur parlait finalement des options, on leur expliquait le choix puis tout ça. Puis moi, j'avoue que les résultats m'ont quand même surpris. La grande majorité, si on leur donnait le choix, 79 préféraient la vaccination pendant la grossesse par rapport aux anticorps monoclonaux qui étaient seulement de 4,4 Donc, c'est vraiment une différence marquée qui démontre qu'il faut en parler finalement. C'est une étude qui était canadienne en plus, fait qu'il s'applique bien à notre population. Fait que, tu sais, je trouve que... Puis c'est récent aussi, là, comme vous dites, en mars 2025, ça a été publié dans le Vaccine, une revue. Fait que bref, j'étais surprise de voir le pourcentage d'acceptabilité, mais ça a justement renforcé mon choix ou en tout cas le besoin finalement d'en parler pendant la grossesse. Et là, près de 80 des mamans préféraient se faire vacciner que de laisser son bébé se faire injecter un anticorps monoclonal. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? C'est une bonne question. De tous les temps, c'est pas facile. Les mères refusent parfois les gouttes dans les yeux, des injections. Okay. Disons, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. De voir son bébé de moins de 24 heures de vie recevoir une injection, c'est pas toutes les mères qui sont, disons, que c'est ça leur choix ou qui désirent ça. Donc, pour ça m'a pas tant surpris. Je pensais pas j'aurais pas pensé les pourcentages autant que ça, mais c'est vrai que dans le fond, quand on en parle, il faut laisser un peu nos croyances personnelles. Quand on parle de la vaccination, c'est toujours mieux accepté que je pense auprès des femmes enceintes. Fait que ça m'a surpris, oui et non, là, dans le sens que c'est bien accepté, je le vois dans la pratique. Puis je pense que l'obstacle, disons, c'est de voir leur petit nouveau-né recevoir une injection intramusculaire. C'est un peu ça qui les effraie. Puis disons aussi après ça, le prix, disons, le coût qui est peut-être l'autre obstacle, là, mais sinon, c'est un peu comme ça que je m'explique là, les réponses. Là. Puis est-ce que tu le vois sur le terrain quand tu en parles? Là? Tu sais, comme là, tantôt, on parle de 80 versus 4 là. Moi, je trouve ça quand même énorme comme écart. Est-ce que ça reflète quand même ce que tu vois généralement avec tes patientes? Ou... Oui. Quand j'en parle, honnêtement, c'est toujours mieux accueilli que je pense. Fait que, tu sais, je trouve que les chiffres font du sens. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas à en parler, finalement. Il y a encore beaucoup de professionnels de la santé qui n'en parlent pas, notamment quand c'est la période de couverture. Fait que je pense que dans le futur, on va peut-être voir ça encore plus dans la réalité, finalement, dans la pratique. Et comment ces résultats-là devraient influencer notre pratique clinique? Bien, en parlant. C'est vraiment ça. C'est vraiment la clé. Il faut leur laisser le choix. Il faut parler de la vaccination avant qu'ils accouchent. Il faut en parler dans le meilleur des mondes. Puis je peux pas vous dire que je suis capable de faire ça dans la réalité, mais c'est d'en parler avant qu'elle tombe enceinte, au premier rendez-vous ou à chaque rendez-vous, finalement, réamorcer, voir si les femmes ont des questions, revenir avec la discussion. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, ça va plus vite que ça, disons. Mais tu sais, je pense que c'est d'en parler plus qu'une fois. C'est des informer, puis tout ça, leur donner des ressources comme on parlait plus tôt, puis cette étude-là démontre bien. Là. Puis si on veut vraiment aborder le sujet là, avec nuance, clarté, qu'est-ce qu'on devrait retenir, par exemple, des points clés concernant les forces et les limites de chacune des deux options? Mettons, on veut être clair là, pour terminer le podcast. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'actuellement, il y a 2 options qui sont disponibles. L'important, c'est de protéger les nouveau-nés. On a 2 options pour protéger les nouveau-nés, puis il faut en choisir une qui sont 2 bonnes options, 2 options complémentaires qui, après, doivent aller un petit peu avec la préférence des familles ou des couples. 2 efficacités qui sont très bonnes, allant autour de 80 75 peut-être une petite supériorité pour les anticorps monoclonaux donnés directement au nouveau-né. Après, il y en a une qui est couverte, il y en a une qui est pas couverte par le gouvernement, mais remboursée par plusieurs compagnies d'assurance. Il y en a une qu'il faut prévoir d'avance, mais qui assure finalement une sécurité ou une immunité, disons, directe du nouveau-né quand il naît. Puis une autre option qui est disponible à l'hôpital aussi. Fait que bref, c'est un peu comme ça que je l'amorce. Après ça, les patients ont souvent des questions plus précises là, sur un sujet ou l'autre, mais disons que c'est la façon. Puis je répète plusieurs fois que c'est 2 options qui sont totalement sécuritaires pour le nouveau-né puis qui peut les protéger d'une réhospitalisation.
Absolument. Tu sais, on a toutes les deux des enfants, là. Oui. Moi, j'aurais aimé être informée. Oui. Moi, j'aurais aimé choisir Oui. la meilleure option pour moi-même. Puis, tu sais, je pense que, comme professionnel de la santé, il faut toujours avoir ça en tête. Oui. C'est-à-dire que on a une responsabilité quand même par rapport à l'éducation qu'on va faire à l'endroit de nos patients, mais tout doit se faire dans le non-jugement. Puis, je pense qu'à la lumière de ce que tu viens de nous dire, on comprend très bien que les deux options sont vraiment extraordinaires pour prévenir les hospitalisations, les complications graves qui pourraient être liées au VRS. Alors, c'est important d'en faire une priorité. Et j'aimerais terminer avec ça, Marie-Hélène. Oui. Lors du lancement du premier programme, le taux d'acceptation là, était d'environ 80 % chez les nourrissons qui étaient nés pendant la saison et autour de 50 % chez ceux nés avant le début de la saison. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Puis, je pense qu'en élargissant systématiquement la discussion aux deux options, les mères là, qui ont refusé, par exemple, l'administration de l'anticorps au bébé auraient probablement ou peut-être choisi la vaccination pour elles-mêmes si elles avaient eu le choix. C'est sûr que c'est une hypothèse, mais je pense que, chose certaine, c'est plus on va sensibiliser, plus on va protéger. Donc, ça met en lumière toute l'importance du travail qu'on fait à tous les jours en accompagnant les femmes enceintes. Puis comme tu dis, ça commence bien avant la grossesse aussi. Absolument, absolument. Puis c'est en faisant de l'information comme ça, en informant les professionnels de la santé que ça va venir avec les années. Puis, on le voit actuellement parce que malheureusement, les bébés qui sont encore hospitalisés, c'est souvent les mères qui ont refusé, par exemple, qui reçoivent les anticorps. Aurait-elle accepté le vaccin? Bonne question. Et en ont-ils entendu parler ou pas? Fait que bref, on a encore un travail à faire là-dessus. Puis je pense qu'effectivement, on peut s'améliorer. On peut avoir des meilleurs taux que ça. Puis les prochaines années vont être... j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les chiffres qui vont venir avec ça. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ton passage à Voix scientifique. On remet ça n'importe quand. Merci, ça me fait plaisir. À bientôt.